J'ai le plaisir, chers téléspectateurs, de recevoir aujourd'hui Thierry Lenz, directeur de la Fondation Napoléon, historien bien connu de l'Empire. Il a publié notamment toute une série d'ouvrages chez Fayard sur l'histoire du consulat et de l'Empire. Il a réédité le mémorial de Sainte-Hélène il y a peu. Il a produit une nouvelle édition de la correspondance de Napoléon. Et tout récemment, nous l'avions reçu pour son dictionnaire Napoléon, paru il y a quelques mois. Alors aujourd'hui, il publie un livre qui a un ton assez musclé, c'est le moins qu'on puisse dire, intitulé « Pour Napoléon ». Vous avez compris ce dont il s'agit dans le contexte actuel de remise en cause généralisée de notre histoire nationale. Napoléon est évidemment une cible privilégiée pour certains et le spécialiste de l'histoire napoléonienne a tenu à répondre comme il convient à tous les détracteurs de l'empereur et à tous ceux qui nous vendent tout et n'importe quoi à propos de cette période. Avant d'en venir à son ouvrage « Pour Napoléon », publié aux éditions Perrin, je vous signale aussi l'excellent numéro du Figaro hors série intitulé « Napoléon, l'épopée, le mythe, le procès », numéro auquel ont collaboré tous les meilleurs spécialistes de la question, Jean Tullard, bien sûr, Thierry Lenz ici présent, mais également Emmanuel de Varesquiel, Jacques Garnier, Jacques-Olivier Boudon, et j'en passe. Un travail absolument remarquable pour lequel je tiens à féliciter l'excellent Michel de Gégère qui dirige cette publication. Je vous signale aussi la revue Éléments pour la civilisation européenne qui, en couverture, nous propose un titre sans ambiguïté, « Vive l'empereur et mort au con », avec Thierry Lenz et Éric Zemmour. Et puis, de manière plus générale, alors, je vous encourage à suivre la revue Napoléon Ier, revue du souvenir napoléonien, qui est une revue trimestrielle, je crois, qui existe maintenant depuis bon nombre d'années et qui apporte beaucoup à tous ceux qui s'intéressent à cette période. Mais revenons-en à l'ouvrage de Thierry Lenz pour Napoléon. Et à ce propos, je vais vous lire quelques lignes de l'auteur, quelques lignes qui ont valeur de manifeste quant à la manière dont il convient d'aborder le sujet. À entendre les chroniqueurs, pas toujours étourdis, et les militants, rarement informés, tout resterait pourtant strictement inerte. Il ne saurait nous dire quand la chape de plomb, entre guillemets, est tombée sur l'histoire napoléonienne, mais sont convaincus et veulent imposer l'idée que les historiens du consulat et de l'Empire sont assis sur ce couvercle afin de tromper leur monde. Même si leurs chants tournent essentiellement en boucle dans leur circuit fermé, une petite musique finit par s'en échapper et par laisser des traces dans tous les esprits, même les mieux intentionnés, façon air de la calomnie du barbier de Séville. Pêle-mêle, ils assènent et assèneront, sans référence et sans débat, que les guerres de Napoléon ont fait des millions de morts, Napoléon entre guillemets, car ces guerres, il les a pas fait tout seul, évidemment, que son code civil a assuré à lui seul le triomphe du patriarcat, que son régime était à peine moins mauvais que celui d'Hitler, ou que ceux d'Hitler et de Staline, que sa justice n'agissait que sur ordre, que le rétablissement de l'esclavage se doubla d'un projet d'un génocide des Noirs, etc. Ce péremptoire prêt à visiter ravit leurs affidés qui désormais savent, entre guillemets, sans avoir plus besoin d'apprendre et se croient autorisés à répondre aux questions avant même de les avoir étudiées. Les historiens napoléoniens ne leur servent à rien, ni ne sont bons qu'à défendre leur champion, entre guillemets, et le totalitarisme dont il est indiscutablement, entre guillemets, l'inventeur. Chacun le pressent, Napoléon n'est pas leur cible principale, mais un élément tactique d'une stratégie qui vise à dégoûter les Français de leur histoire, à les déraciner toujours un peu plus pour planter sur la friche une nouvelle et bienfaisante doctrine
doxa qui écarte le savoir et la raison au profit des seules passions minoritaires qui ont pignon médiatique sur rue. L'avant-garde du mouvement sait qu'un peuple sans passé, sans conscience, et mieux sans connaissance, est manipulable à l'envi. Leurs alliés, semblables aux idiots utiles, qui seraient les premiers broyés s'ils triomphaient, les laissent faire, tandis que les timorés, y compris haut placés, font mine d'ignorer la réalité de leurs projets, ou pis, devancent leurs désirs pour avoir la paix tout de suite. Un pas de vaguisme teinté de lâcheté que nous risquons un jour de payer cher, comme nous payons dans la lutte contre l'islam politique, celui qui prévaut dans l'éducation nationale. Bon, voilà une mise au point nécessaire au départ. Les choses sont claires quant à la manière dont Thierry Lenz a abordé ce débat relatif à Napoléon. Il faut dire que tous ces braves gens qui s'en prennent à l'empereur, ils vous ont provoqué quelque part, parce que vous êtes un napoléonolâtre inconditionnel, si l'on comprend bien. Bah, justement pas, et c'est un petit peu ce qui a surpris certains, notamment par le ton. C'est-à-dire que moi, ayant publié pas mal d'ouvrages sur le sujet, j'ai toujours essayé de montrer qu'il fallait avoir un peu de recul par rapport à l'histoire, qu'il fallait toujours privilégier la réflexion sur les passions et que sais-je encore. Et en fait, tout ça ne sert à rien. Puisque depuis pas mal de temps, mais notamment cette période de bicentenaire napoléonien, on se voit asséner toutes ces vérités, j'allais presque dire révélées, parce que révélées par des gens qui n'y connaissent rien, mais ont juste envie de donner leur avis sur le sujet, parce que le sujet est pour eux, comme vous l'expliquiez en utilisant mes mots, le sujet est pour eux secondaire. Ce qui compte, c'est, comme vient de le dire le chef de l'État, la déconstruction de notre histoire nationale, bien sûr. Alors il y a un point intéressant que l'on peut signaler, et ceux qui ont déjà un certain âge comprendront ce dont je veux parler. Si nous repartons en 1969, c'était la période donc où l'on a célébré le bicentenaire de la naissance de Napoléon. Nous avons un élément de comparaison tout à fait intéressant, parce que à cette occasion-là, il y a eu une unanimité, un consensus à peu près complet pour honorer la mémoire de Napoléon. À l'inverse, on a remarqué il y a quelques années, en l'occurrence en 2019, que le 250e anniversaire était passé sans que l'on remarque rien, que le bicentenaire de la création de l'Empire en 2004 était passé aux oubliettes également, et encore mieux, en 2005, le bicentenaire d'Austerlitz, l'ineffable Chirac, alors au pouvoir, n'a pas envoyé de délégation française pour commémorer l'événement, alors que la même année, il se trouve que des unités de la marine française ont célébré avec nos alliés britanniques le souvenir de Trafalgar. Alors déjà, tout cela pose un petit peu le théâtre général. Que s'est-il passé durant un peu plus d'un demi-siècle? Eh bien, c'est que effectivement, l'histoire de France, dont chacun pouvait tirer une fierté, qui faisait l'objet là aussi d'un consensus positif de manière générale. Aujourd'hui, on a changé d'époque et au contraire, elle est le lieu de toutes les accusations, elle est le lieu où l'on exige les repentances nécessaires, et Napoléon évidemment n'y échappe pas. Alors nous allons nous pencher justement sur ce dossier Napoléon pour savoir ce qu'il faut penser du dossier d'instruction en question. Alors, qu'est-ce que reprochent à Napoléon tous ces déconstructeurs professionnels et leurs complices, généralement sur fond d'ignorance crasse de la période, sur fond d'anachronisme institutionnalisé? Tout cela est parfaitement clair pour les gens qui connaissent un petit peu le sujet. Mais le grand public, y compris le grand public cultivé, peut se trouver trompé par les discours du moment. Alors, dans le dossier Napoléon, il y a une chose qui apparaît en
premier plan et qui a été agité depuis longtemps, bien sûr, c'est les guerres de Napoléon. Napoléon, il est synonyme de guerre en Europe, guerre dont on rend responsable son ambition dévorante. Napoléon, ces guerres ont fait, au bas mot, plus de 400 000 morts en France, ou c'est plutôt l'ensemble des guerres, révolutions et empires, en fait. Alors, tout cela, que convient-il d'en penser et comment répondre à cet argument quand on essaie de remettre les choses à leur place? Disons qu'il y a d'abord une réponse purement historique, et puis il y a aussi une réponse sur une absence d'éducation aux grands phénomènes de notre temps. Alors la réponse historique, c'est que Napoléon, certes, est un homme de guerre, il n'a pas peur de la guerre, il l'a fait avec une certaine maestria, mais il est aussi l'héritier d'une géopolitique, d'une diplomatie traditionnelle qui remonte, pour ce qui concerne la France, au bas mot jusqu'à Louis XIV, qui date probablement de Louis XII, François Ier, c'est-à-dire la France veut être la puissance prépondérante en Europe. On peut gloser autant qu'on veut, c'est comme ça que se déroulaient les relations internationales à cette époque. Alors il y avait eu Charles Quint, il y avait eu ensuite les Habsbourg de Vienne, et puis arrive la monarchie française, le pays le plus puissant du monde, avec une marine qui commence à pouvoir rivaliser avec les Anglais. On l'a vu lors de la guerre d'indépendance américaine. Oui, avec une population nombreuse qui peut donner des soldats, puis de nouveaux principes, la conscription, la défense de la nation, etc. Donc, toutes ces années, cette centaine d'années, ces 150 ans de diplomatie française ont marqué la diplomatie française, et la Révolution n'a pas fait autre chose que de continuer la politique de l'Ancien Régime. Alors comme d'habitude, on met des petites fleurs, on allume des bougies, c'est le droit des peuples, c'est les frontières naturelles, mais c'est la continuation de la politique précédente. Donc Napoléon hérite de ça à un moment où, en plus, la France, notamment révolutionnaire, a vaincu ses adversaires. Donc il a une occasion unique d'assurer la prépondérance française en Europe. Alors il le fait, comme tout ce que fait Napoléon, il ne le fait pas à moitié, et donc il poursuit cette politique. Alors dans un premier temps, d'ailleurs, en étant le pur héritier des guerres de la Révolution, on va dire jusqu'en 1807, et puis en 1807, c'est vrai qu'il fait des choix en politique étrangère, toujours dans cette logique de la prépondérance française, dans lesquels il se trompe. Bon, voilà. Et puis au début, il est aussi l'homme de la paix. En 1802, on conclut la paix d'Amiens avec l'Angleterre. On a conclu précédemment la paix avec l'Autriche à Lunéville. Il conclut en quelque sorte l'héritage conflictuel que lui avait laissé la Révolution française. Même Talleyrand, dans ses mémoires, dit qu'en 1803, la tâche était accomplie. La France était la première puissance mondiale. Il faut dire les choses comme elles sont. Simplement, toutes ces paix ont été signées dans des conditions, où la querelle n'avait pas été complètement vidée. Donc, ce qui fait que la guerre avec l'Angleterre a repris assez rapidement. D'ailleurs, le cœur de toute cette problématique, c'est la rivalité franco-anglaise, c'est-à-dire deux conceptions de l'Europe qu'on retrouve d'ailleurs encore aujourd'hui. L'Angleterre souhaite une Europe divisée parce que c'est un marché pour elle, et alors que les continentaux sont, on va dire, plus savants dans leur diplomatie, il y a des questions de territoire, de préséance, etc., mais ils veulent essayer d'organiser l'Europe dans un système européen autour d'une ou deux puissances, la France et une autre. À ce moment-là. Et puis c'est la vieille opposition entre puissance continentale et puissance maritime que l'on retrouve durant cette période. Et les Anglais vont être des artisans infatigables de la reprise du conflit, de la reprise de la guerre. Oui, et je dirais que leur politique étrangère est encore la politique étrangère d'aujourd'hui. Et c'est là que vient en quelque sorte l'explication beaucoup plus contemporaine, l'ignorance
de nos contemporains, alors ils n'en sont pas responsables, c'est parce qu'on ne leur enseigne plus, c'est parce qu'on ne leur en parle plus, parce que dès que quelque chose devient complexe, on vous dit « Ah, mais nos téléspectateurs ne comprendront pas », sauf ici, évidemment. Et donc, les gens ne se rendent pas compte à quel point la politique étrangère, c'est une lutte d'intérêt, ce n'est jamais une lutte idéologique. Alors, on y met toujours une petite pincée d'idéologie par-ci, par-là, mais l'idéologie ne doit pas faire oublier l'importance des intérêts. Charles Maurras disait la diplomatie n'est pas un sentiment, c'est une affaire. Et ça, nous l'avons, alors dans nos sociétés occidentales, nous l'avons complètement oublié. Et la continuation de ces politiques étrangères, elle est pourtant réelle. Elle dépasse même nos idées généreuses, les petits nounours, les bougies qu'on allume, les chansons voilà, pour assurer la paix dans le monde. Vous savez, on croit qu'il suffit de s'assembler et de chanter. En réalité, nos contemporains d'Europe occidentale ont une méconnaissance totale de la dangerosité du monde. Nous sommes le seul endroit du monde en paix. C'est-à-dire, il faut bien voir ça, c'est-à-dire la paix règne effectivement en Europe, encore qu'on a bombardé Belgrade il y a 25 ans, années, et c'est le seul endroit où règne la paix. Et ça, on a beaucoup de mal à le faire comprendre parce que on ne nous l'explique plus. Chaque fois qu'on aborde, par exemple, dans les programmes scolaires, les questions de politique étrangère, on les relie, par exemple, toujours aux droits de l'homme. C'est vrai que ça a de l'importance, mais ça n'est pas prépondérant dans la politique étrangère. On le voit d'ailleurs tous les jours autour de nous. Donc c'est à la fois, je dirais que vous disiez qu'est-ce qui s'est passé dans les 50 dernières années, c'est un peu ça. C'est-à-dire le recul de la culture minimum. Alors, je sais bien qu'on vient nous dire « Ah, mais c'est pas vrai, il y a 50 ans, etc. » Moi, je m'inscris en faux. Je suis issu d'une région ouvrière, moi-même d'ailleurs d'un milieu ouvrier, et je me souviens très très bien que les ouvriers en question lisaient des journaux, lisaient des livres. J'avais le père d'un de mes amis, alors qui était un peu une exception, mais qui travaillait dans un laminoir, se régalait en arrivant chez lui après sa tournée du matin, parce qu'il lisait Le Monde. Voilà, il y avait à l'époque, alors évidemment on ne peut pas le regretter sur le fond, mais le Parti communiste, les grands partis éduquaient leurs militants. Qui valorisaient le savoir. Voilà, leur apprenaient des choses. Et d'ailleurs, pour rester 2 secondes sur le Parti communiste, en 1969, l'humanité a appelé les militants communistes à célébrer le bicentenaire de Napoléon. C'est Albert Soboul qui a publié 4 grands articles dans l'Humanité, dans lesquels il disait, mais voilà, c'est la nation. Voilà. Après qu'il ait créé la société bourgeoise, c'est évident, mais célébrons l'homme de l'unité de la nation. Et celui qui a, en quelque sorte, installé l'héritage de la Révolution dans la durée. Complètement. Dans de très nombreux domaines. Complètement. C'est pourquoi quand on entend en ce moment en plus, ce qui rend un peu triste, c'est que ce sont des gens bien formés, historiens, etc., comme M. Alexis Corbière, député de la France Insoumise, qui dit que Napoléon est le fossoyeur de la République. Ça mériterait... ça ne mérite pas une émission entière pour le démentir, mais je veux dire, tout est faux dans cette expression de fossoyeur de la République. Et parce que anachronisme, parce que évidemment objectif politique immédiat, et donc forcément tout ça fait un mélange complètement indigeste, mais que malheureusement nos contemporains, parce que la formation doit être rapide, parce qu'elle est souvent sur les réseaux sociaux, parce qu'elle est dans des journaux télévisés qui consacrent les 3/4 de leur temps à la page consommation, etc. Les gens n'ont plus ce savoir, au fond, appelons ça comme ça, ce savoir minimum pour être un bon citoyen. Et puis le fossoyeur de la République, il faut rappeler qu'il est le sauveur de la République, le 13 Vendémiaire, en 1795, quand il sauve la Convention sur le point de se séparer, en brisant l'émeute royaliste. Et tous les scénarios que l'on peut imaginer à l'issue des années révolutionnaires, plus ou moins folles, que l'on a connues à partir des années 89, c'était une restauration monarchique que tout le monde attendait. On avait le précédent du XVIIe siècle en Angleterre, d'ailleurs, avec les Stuarts. Et Napoléon, certes, il va installer un régime monarchique
lui aussi. Oui, mais plus tardivement. L'Empire, mais plus tardivement. Il a d'abord été le consul de la République, premier consul de la République, et ensuite il va installer sur le plan civil, juridique, sociétal, etc., toutes les bases, les fameuses masses de granit, de ce que va devenir ensuite la France contemporaine. Donc, Soboul, en son temps, avait parfaitement compris cela. Bien sûr, d'ailleurs. C'était tout à fait logique par rapport à sa propre vision, des choses. Qui connaissait tous les livres, hein, il faut quand même le dire. Mais le livre de Soboul qui s'appelle La civilisation de la France napoléonienne est complètement loin d'être un livre anti-napoléonien. Certes, il y a la critique, on va dire, marxiste habituelle, mais Soboul, par exemple, écrit à un moment le régime ne fut pas une dictature militaire, il fut un régime essentiellement civil. Ce qui va d'ailleurs à rebours des autres historiens marxistes, mais Soboul était le plus grand. Enfin, je veux dire, il y avait avec ses défauts idéologiques, on va dire, mais qui était au fond, qui ne l'empêchait pas de réfléchir. C'est-à-dire que c'était toujours un petit peu alors, il n'était même pas compagnon de route, il était membre du Parti communiste français, mais c'est un peu ça. C'est-à-dire que pour accompagner la route, de temps en temps, on disait des bêtises militantes, mais on restait quand même un scientifique et un historien. Enfin, on ne rencontre plus ça aujourd'hui. De toute façon, l'université est hors jeu pour les luttes idéologiques, puisqu'elle a déjà capitulé. Et puis pour le reste, on a affaire à un monde on va dire, de peureux, c'est-à-dire de personnes qui ont toujours peur de dire le mot trop, de personnes qui ont toujours peur de blesser les soi-disant victimes, et ainsi de suite. Donc l'histoire, c'est un peu le cri d'alarme que je lançais, c'est-à-dire l'histoire, loin d'être quelque chose qui nous limite ou c'est quelque chose qui nous libère, qui nous rend plus intelligents, qui nous rend moins soumis à toutes les bêtises qu'on peut entendre à gauche et à droite. Donc c'est l'enjeu, vous le disiez tout à l'heure, l'enjeu c'est Napoléon évidemment pour ce qui me concerne, mais ça va bien au-delà. C'est-à-dire que c'est presque un mode de vie, un mode de pensée. Alors, le conquérant sanguinaire, évidemment, fait partie du catalogue des reproches que l'on peut faire à Napoléon, mais ce qui va de pair avec cette accusation, c'est celle de dictateur militaire. Oui. On explique couramment que le régime napoléonien, c'est une dictature militaire. Alors, certes, Napoléon est un chef de guerre, c'est un général victorieux à l'origine, mais que penser de cette accusation de dictature militaire pour désigner son régime? Si vous voulez, elle se démonte, comme toujours dans ce genre de débat, en essayant d'étudier les mots, de savoir ce qu'il y a derrière les mots. Quand on dit dictature, ça doit vouloir dire quelque chose. Il faut quand même bien définir le mot. Alors, le mot, il a été défini par les juristes, les politologues, etc. Le plus connu d'entre eux, un peu ancien, mais ses travaux restent d'actualité, c'est Maurice Duverger, qui a travaillé sur le concept de dictature et qui nous montre que la dictature, grosso modo, et la dictature militaire sont trois caractères principaux. C'est un régime installé par la force et qui laisse le pouvoir aux militaires. La deuxième chose, c'est un pouvoir qui n'est pas considéré légitime comme par les citoyens. Et puis la troisième chose, c'est qu'il gouverne avec et au profit de l'armée. Dans les trois cas, ça ne s'applique pas à Napoléon. Il y a certes un moment militaire dans le coup d'État du 18 Brumaire. Je dirais que le 18 Brumaire est passé à la partie militaire alors que mai 58 n'y est pas passé parce que la Chambre a réagi avant. Mais une fois cet épisode militaire terminé, les choses sont rentrées dans l'ordre, on va dire, c'est-à-dire les politiques ont repris le pouvoir. Dont Sieyès, qui est en fait, par définition un homme de la Révolution, l'un des inspirateurs le coup du tiers d'État État en 89. Le coup d'État du 18 Brumaire, c'est un coup d'État républicain. C'est pas du tout le coup d'État d'un empereur qui le sera seulement 6 ans plus tard. Deuxième chose, la légitimité du pouvoir, elle est... alors, c'est vrai qu'on n'a pas à l'époque les sondages, la finesse sociologique d'aujourd'hui, hein, mais quand même, les plébiscites sont de grands succès. Alors on va nous dire, comme disait Henri Guillemin, c'était le peuple imbécile. Oui, mais n'empêche que il a quand même voté.
voté, le peuple imbécile. Et il devait être encore... le peuple ne vote pas comme on veut, c'est qu'il est imbécile. Voilà, c'est qu'il est imbécile. Il devait l'être d'ailleurs encore plus à l'époque de la Convention, puisqu'on votait à peu près 3 fois moins. 10%. Les élections à la Convention en 92, c'est 10% de participation. Là, on est sur des 40%, 40-41%. Ensuite, on oublie toujours qu'il y a eu des élections annuelles sous le Consulat et l'Empire, c'est-à-dire que les assemblées primaires se réunissaient tous les ans pour proposer les postes de députés, etc., tout ce qui allait à la nomination du Sénat. Alors là, évidemment, il n'y avait pas un grand choix dans le vote, mais on s'aperçoit que les gens allaient de plus en plus dans ces assemblées primaires, c'est-à-dire qu'il y avait une participation très forte. Et puis, ensuite, on le constate aussi sur le paiement de l'impôt, ça fait partie de l'acceptation du pouvoir, le paiement de l'impôt, la conscription, etc. Donc on voit qu'il n'y avait pas... Le pouvoir n'était sûrement pas considéré comme illégitime, d'ailleurs il a eu l'adhésion populaire pratiquement jusqu'à sa chute. Et puis enfin, la dictature militaire, donc on gouvernerait avec et au profit des militaires. Les militaires n'ont jamais gouverné sous le Consulat et l'Empire. Sieyès lui-même disait « Bonaparte est le plus civil de nos généraux ». Bon. Voilà. Soboul ajoute, mais ce régime fut incontestablement civil. Et puis, quand vous regardez, les militaires étaient décorés, habillés, emplumés, dotés, on leur donnait des titres, etc. Mais ils servaient juste à commander les armées. Ce qui est quand même, en général, la fonction première d'un militaire. Et jamais aucun militaire n'a pu intervenir. Ceux qui ont voulu intervenir dans le gouvernement, ça a été un peu le cas de Lannes au début du consulat, ça a été le cas de Bernadotte, etc. Ils ont été impitoyablement écartés. Tant et si bien que, par exemple, au moment de la réunion du camp de Boulogne, donc pour envahir l'Angleterre, 1803-1805, les généraux sont envoyés au camp de Boulogne avec interdiction de venir à Paris. Parce que on veut pas qu'ils participent à des débats qui sont à cette époque-là encore très vifs entre royalistes, jacobins, napoléoniens, les idéologues, etc. On veut surtout pas qu'il y ait de militaires qui viennent se mêler de ça. Et donc, si vous voulez, selon les 3 critères, le régime napoléonien n'est pas une dictature militaire, encore moins d'ailleurs une dictature tout court. C'est un régime autoritaire, inutile de le nier, c'est vrai, mais qui continue à posséder ses contre-pouvoirs qui gênent beaucoup Napoléon. On croit que Napoléon s'installe sur son trône et puis voilà, il attend de chuter. Mais pas du tout. Il se bat tous les jours. Tous les jours. Il y a toujours quelque chose qui se passe. C'est la vie politique normale. Simplement, les institutions font ce que font toujours les oppositions, c'est-à-dire quand elles sont faibles, elles ne font rien. Et quand elles deviennent plus fortes, elles agissent. On ne pouvait pas demander aux députés en 1805 de se suicider politiquement en s'opposant à un régime qui était vainqueur, accepté, fort, voilà. Donc on attend évidemment au fur et à mesure. Les votes dans les chambres législatives, il y a toujours des votes négatifs, parfois même plus d'une centaine. Il y a des oppositions personnelles entre les individus. Et Napoléon n'est pas, il n'est pas tranquille, d'autant plus qu'il a comme second Cambacérès, qui ne cesse de le retenir en lui disant « Écoutez, non, vous ne pouvez pas faire ça, la loi vous l'interdit, la Constitution ne permet pas de... » et ainsi de suite. Ça va être paradoxal pour certains qui ne me croiront pas, mais c'est le début de l'état de droit, le Consulat et l'Empire. Alors, un droit qui est sévère, un droit qui assure l'ordre public, mais c'est le début de l'état de droit. On n'y reviendra plus par la suite. Si bien que même les coups d'État qui auront lieu seront toujours camouflés derrière une forme de légalité, de légalisme. Souvent, on fait la comparaison mai 58, 18 Brumaire. C'est assez similaire, c'est-à-dire qu'on est dans une impasse constitutionnelle totale. Il faut débloquer la situation et on ne peut la débloquer qu'en violant un petit peu les institutions. Bon, alors il se trouve que le 18 Brumaire, les grenadiers ont eu besoin de mettre les députés à la porte. En mai 58, la seule menace des parachutistes a suffi à convaincre la Chambre de la 4e République. Bon, alors après, l'appréciation de l'action, etc., c'est autre chose. Mais si vous voulez... Quand une situation est bloquée, pour la débloquer, il faut de temps en temps taper du poing sur la table. Il y avait une évolution logique des choses, puisque la France devait finir par sortir de cette époque révolutionnaire, à l'issue de laquelle elle n'avait pas trouvé encore un équilibre politique. Alors la synthèse napoléonienne, la formule napoléonienne a finalement rempli ce rôle au cours des années suivantes. Oui, on parle de dictature militaire et vous avez parfaitement répondu sur cette question. Je crois qu'on peut dire la même chose, si vous en êtes d'accord, à propos du Second Empire.
Oui, c'est un petit peu comparable. Oui, Napoléon oui. prend le pouvoir, il a le soutien de l'armée, ça sans aucun doute, mais ce ne sont pas les militaires qui dirigent le pays pendant le Second Empire. Puis vous savez, généralement, les militaires, lorsqu'ils arrivent à imposer leur point de vue, ça n'est jamais pour le bien. Et Napoléon III va le payer cher, puisque en 1870, il est malade, certes. Le pouvoir moral de l'impératrice augmente. Elle n'a jamais voulu la guerre de 70, comme on l'a dit, mais ce sont les militaires qui viennent lui dire, mais attendez, on ne va pas se laisser gifler. Tout est prêt, il ne manque pas un seul bouton de guêtre. Etc. Donc, je crois que c'était d'ailleurs, quand vous regardez notre histoire, en regardant vite comme ça, il n'y a pas eu de dictature militaire. Il y a eu des moments de régime autoritaire très forts, des moments de dictature, après 1942 en France, etc., évidemment, mais voilà, je dirais qu'on peut toujours étudier cette histoire-là, à la fois en historien, parce que comme disait François Furet, les historiens, ils ont le droit de s'amuser aussi, pourquoi pas, donc c'est bien d'étudier l'histoire, et puis en même temps, ça donne aussi un peu de leçons, alors toutes choses égales par ailleurs, comme on devrait dire. Napoléon arrive à une période charnière, d'abord une période de grands troubles, il ne faut jamais oublier que c'est la guerre civile à l'intérieur, qui ne peut être résolue que par la paix religieuse à laquelle beaucoup de gens sont opposés. La France est en guerre avec une demi-douzaine d'États européens, il n'y a plus de finances publiques, les institutions ne fonctionnent plus. Bon, c'est un moment, quand même un petit peu particulier, auquel il faut ajouter le conflit de légitimité, ce qu'on pourrait appeler le conflit de légitimité, c'est-à-dire qu'on sort de 1000 ans de monarchie, de droit divin, avec l'hérédité, etc. Vous n'allez pas me dire que 5 ans après ou 6 ans après, tout le monde a oublié ça. Donc on veut bien la souveraineté populaire, comme on disait, qui était la souveraineté nationale en fait, mais voilà, il faut faire des synthèses. Et je trouve que l'étude de cette époque, alors encore une fois, prenons nos précautions, toutes choses égales par ailleurs, nous permet aussi de comprendre un petit peu ce qui se passe dans nos propres sociétés. On sent bien en ce moment que la légitimité traditionnelle de la souveraineté nationale, avec un régime représentatif, etc., a en ce moment du plomb dans l'aile. Donc la question, c'est quelle est la nouvelle légitimité ? Ça, je souhaite bien du plaisir à nos successeurs que lorsque nous ne serons plus pour essayer de l'analyser. Et puis, qu'est-ce qu'on fait entre les deux ? C'est-à-dire qu'on ne peut pas... on voit bien en ce moment toutes ces expériences que personnellement je juge assez malheureuse, qui consiste à faire de l'expérimentation sur les pouvoirs publics, les conventions citoyennes, le fait d'accuser toujours le peuple d'avoir tort et d'avoir mal fait, alors que parce qu'il s'est pas bien soigné, parce qu'il a pas mis son masque, mais parce qu'il va pas voter non plus. Alors on dit mais oui, alors ou parce qu'il vote mal parfois. Voilà, ou parce qu'il vote mal. Alors on a la solution, on va mettre une dose de proportionnel, vous savez, comme si c'était un cachet d'aspirine. En fait, tout ça sont des expérimentations qui font qu'on se pose pas la vraie question. Parce que la vraie question, c'est qu'est-ce qu'on attend d'un pouvoir ? Est-ce qu'on attend de lui d'être une nounou ou d'être un peu un guide ? Qu'est-ce qu'on attend d'institutions ? Faut-il les décentraliser, les centraliser ? Il faut faire un choix entre les deux. Moi, je suis un centralisateur. Bon, je l'avoue, je suis pour l'autorité de l'État et une autorité centralisée. Beaucoup de gens ne sont pas de mon avis et c'est tout à fait leur droit. Simplement, aujourd'hui, on est dans un entre-deux qui ne veut rien dire. C'est-à-dire qu'à la fois, chaque problème doit trouver une solution dans une nouvelle forme de décentralisation. On se met maintenant à parler de différenciation territoriale en haut lieu. Ça veut dire qu'il n'y a plus d'unité nationale. C'est-à-dire qu'il faut choisir entre les deux. Or, l'unité nationale, elle est inscrite dans la Constitution. Ce qui n'est pas le cas, à ma connaissance, des libertés locales absolues comme on est en train de les donner. Donc, il y a un vrai problème institutionnel et de société qu'il faut examiner parce que, pardonnez-moi de garder un peu longtemps la parole, mais on en a vu l'illustration, par exemple, au moment de la crise sanitaire. Dans la première partie de la crise sanitaire, on a vu que un peu perdu face aux décisions à prendre, on a laissé le pouvoir à une direction de l'État qui s'appelle la Direction Générale de la Santé, qui était probablement capable,
sur le papier, de s'occuper des problèmes sanitaires, mais qui n'était absolument pas compétente pour s'occuper des problèmes d'ordre public, des problèmes économiques, etc., etc. Or, il y a en France une institution qui s'occupe de ça, c'est le ministère de l'Intérieur, et ce sont les préfets. Hein. Et on a vu ce capharnaüm du premier confinement, où, au fond, ce sont les médecins qui gouvernaient la France, et mal, en plus. Donc, heureusement, au deuxième confinement, on a vu que les préfets rentraient un petit peu dans le jeu. Alors après, il y a toujours la question de l'autorité, il y a toujours la question du nerf de l'État, comme disait encore François Furet, c'est-à-dire savoir s'il y a effectivement une autorité en haut qui va descendre vers le bas. Ça c'est encore une fois une autre question, j'ai bien sûr mon idée là-dessus, mais c'est pas le sujet. Donc il faut choisir. Et qu'est-ce qu'on nous a dit à la sortie alors je ne sais plus, du 2e, 3e, 8e confinement, on nous a dit, la solution est dans la décentralisation. Mais on avait eu la démonstration au printemps que la solution n'était pas dans la décentralisation. Ouais. Et donc voilà. Et tout ça, c'est parce que on a inventé des gadgets, des mots valises, comme on dit. La décentralisation rapproche les citoyens, le pouvoir des citoyens. Il n'y a rien de plus faux. Il suffit de regarder comment ça fonctionne. C'est encore pire. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir une bureaucratie, on en a deux, qui en plus se font la guerre. Et comme je dis toujours, par exemple, les gens de gauche sont très friands de décentralisation. Ils savent pas ce que ça veut dire, hein, mais voilà, il faut décentraliser. Je leur dis toujours, mais vous êtes pour le retour à l'ancien régime. Vous êtes pour la recréation de baronnies locales qui vont résister au pouvoir central. Et je leur dis même pire que ça, mais au fond de vous, c'est le triomphe de Charles Maurras. Provincialisme avec voilà, et donc mais vous pensez bien que personne ne prend le temps de réfléchir à tout ça. La décentralisation de 82 avait été pensée très longuement, elle avait été retenue, c'est-à-dire que, alors même avec tous les problèmes qu'elle a posés, parce qu'il y a eu des problèmes de compétences, de partage, y compris du fruit des pommiers qui était dans le jardin de la préfecture, on a tous entendu parler de ces histoires-là, mais au moins on avait défini un cadre et surtout une butée. Aujourd'hui, on a l'impression que tout est ouvert. La boîte, on peut mettre tout ce qu'on veut dans la boîte. La métropole de Lyon qui négocie avec le Conseil général pour se partager des compétences. Et le Premier ministre de l'époque, je crois que c'était Monsieur Ayrault, qui a la bonhomie de dire « Ah ben mettez-vous d'accord et on fera une loi ». Vous voyez, c'est-à-dire au fond, relisons nos livres sur la difficulté de gérer la France sous l'Ancien Régime. Elle était due au fait d'un enchevêtrement de circonscriptions indépendantes. C'est-à-dire que l'intendant ne prenait pas d'ordre du gouverneur militaire, en plus ils n'avaient pas la même circonscription, bon, etc. Et donc voilà, si on est un tout petit peu napoléonien dans la pensée, hein, s'entend, si on est un peu pour l'ordre public comme moi, on ne peut regarder la décentralisation qu'avec beaucoup de terreur. Méfiance, voilà. Ouais. Et alors, il y a un point sur lequel j'aimerais revenir à propos des militaires. Il faut qu'on leur rappelle quand même qu'à l'époque de la Convention thermidorienne, chaque fois que les élections tournaient mal pour les majorités en place, eh bien, ces braves gens faisaient appel aux militaires pour un coup d'État dont le modèle était celui de Structidor. Finalement, Brumaire n'a été qu'une étape parmi d'autres. À l'étranger, au moment de Brumaire, tout le monde s'est dit, bon, ils feront encore leur petit coup d'État annuel. C'est ça. Personne n'a cru que... Et d'ailleurs, les puissances étrangères se frottaient les mains. Parce qu'une puissance comme la France, en désordre comme elle l'était, c'est évidemment pain béni. Rappelons toujours que lorsque la Révolution éclate en 1789, on nous raconte dans les livres que l'Europe monarchique tremble, etc. Pas du tout. L'Europe monarchique se frotte les mains et se partage la Pologne sans que la France intervienne. On est content à Vienne, Berlin, bien sûr, on est très très content. Alors quand ça commence à se rapprocher du Saint-Empire, alors là les gens se disent tiens, ces Français ils commencent à bouger un peu. C'est là qu'ils réagissent. Et encore une fois, ils réagissent pour des bonnes vieilles raisons de géopolitique, hein, l'idéologie. Et c'est la Révolution, c'est l'Assemblée législative qui déclare la guerre. En avril 1792. Oui, bien sûr. Si vous voulez, alors bien sûr, on ne peut pas toujours entrer dans tous les détails de tout pour expliquer aux gens, mais quand même, ce que vous me faisiez dire tout à l'heure et que je maintiens, c'est qu'avant de parler d'histoire, de s'en servir pour la vie d'aujourd'hui, de la politique d'aujourd'hui, il faut un tout petit peu l'apprendre. Oui, ben voilà, c'est ça. Et c'est le fond de l'affaire, il est là. Alors, vous avez évoqué la centralisation comme un héritage napoléonien, évidemment important dans notre histoire contemporaine. Il y a un autre héritage tout à fait décisif, c'est le Code civil, auquel
Pourtant, on reproche aujourd'hui moult choses, notamment sa misogynie supposée. Or, ce Code civil, c'est ce qui constitue la charpente de notre société depuis 2 siècles. Oui, et d'ailleurs, les créateurs du Code civil l'ont dit, tout ça. Mais évidemment, on ne va jamais voir... il y a par exemple ce grand discours introductif de Portalis, qui est un texte disponible d'ailleurs sur Internet. C'est un texte magnifique qui explique ce qu'est la loi. Voilà, à quoi ça sert une loi. Bon. Et dans ce discours, Portalis explique aussi, attention, on vient de faire un code, mais la société va changer, la vie va changer, etc. Donc, ce code, il sera adapté. Mais il ne sera pas adapté par la loi, il sera adapté par la jurisprudence, qui est encore plus souple. C'est-à-dire que ce qu'on oublie de dire toujours, c'est que le Code Napoléon contient en lui-même sa propre adaptation par la jurisprudence. D'ailleurs, ceux qui ont fait des études de droit se rappellent même avant les grandes réformes des années 80-90, l'épaisseur du Code, parce qu'on rajoutait toujours les détails de jurisprudence en notes. Voilà. Alors aujourd'hui, on ne peut plus le porter à une seule main, mais c'était aussi ça, c'est-à-dire, bien sûr, le statut de la femme, pour revenir là-dessus, qui est un sujet sensible, bien sûr, le statut de la femme était inégalitaire. D'abord, il faut toujours rappeler que c'était une inégalité civile. Alors c'est vrai que c'est important dans la vie des citoyens, mais ça n'était pas le droit de malmener, ça n'était pas, etc. C'était juste simplement, dans les rapports juridiques entre les citoyens, la fille, par rapport à son père, et l'épouse par rapport à son mari, ont moins de droits, c'est-à-dire que on avait érigé ce fameux personnage mythique du bon père de famille qui devait gérer cette famille. Et les juristes de l'époque, quand je dis ça à des féministes aujourd'hui, même modérés, ça les fait hurler, mais les juristes de l'époque le justifiaient en disant l'assujettissement a une contrepartie. La contrepartie, c'est la protection patrimoniale et personnelle des mineurs, puisque les femmes, les filles et les épouses étaient considérées comme mineures. Parce que la femme seule ou la femme veuve avait les mêmes droits qu'un homme. Simplement, l'organisation de la famille voulait ça. Alors, je sais bien que ça fait hurler, que Napoléon est responsable de tout ça. Simplement, ça correspond aussi à une époque donnée, à autre temps, autre mœurs, comme on dit toujours. Et puis surtout, qu'on ne vienne pas nous chanter que c'était un retour sur les droits octroyés aux femmes par la Révolution. Il faut toujours rappeler que... Le sort réservé à Olympe de Gouges ou Théroigne de Méricourt. Voilà, alors l'une va à l'échafaud, l'autre va en asile de fous. Mais elles ne sont pas les seules. Il y a toutes les féministes du début de la Convention passent à l'échafaud. Les clubs de femmes sont dissous par la Convention. Et on dit aux femmes, non, mais vous n'êtes pas citoyennes. Alors on a beau les appeler citoyennes machin chose, citoyennes ceci ou cela, elles ne sont pas citoyennes. Napoléon, il hérite de cette situation qui n'est pas, encore une fois, ça n'est pas une volonté d'oppression de la femme, c'est simplement une logique juridique. Alors une logique juridique qu'aujourd'hui on n'accepte plus, c'est un fait entendu, mais c'est quand même assez récent, parce que Napoléon, le méchant Napoléon, on a gardé son code pratiquement intact jusque dans les années 1940. C'est les premières mesures de libéralisation, c'est le régime de Vichy, 41 ou 42. Ensuite, elles ont le droit de vote, donc là, ça commence à venir sur l'égalité politique. Mais sur l'égalité civile, c'est Giscard. Oui, alors la fin des interdits professionnels, c'est 1965, et l'égalité juridique absolue, c'est le milieu du septennat de Giscard d'Estaing. Donc c'est au fond, notamment pour nous qui avons connu ces époques-là, c'est quand même assez récent. Et la Troisième République, la Quatrième République et la Cinquième République, au moins jusqu'aux années 70, ont conservé le Code Napoléon en l'état. Le Code Napoléon. Il faut rappeler d'ailleurs à ce propos que les femmes dans leur salon du XVIIIe siècle avaient un statut autrement libéré que ce que l'on a connu à la faveur de la Révolution et de ce qui a suivi. Et alors, je dis souvent, c'est un sujet qu'il faut étudier. Il n'y a absolument pas, il n'y a pas de sujet tabou, comme disait Georges Marchais, que l'on peut citer ici. Le problème, c'est d'avoir de la matière. Or, beaucoup d'historiennes ou d'historiens travaillent sur
une histoire de France des femmes, les femmes à telle époque, et ainsi de suite. L'époque du consulat et de l'Empire est totalement en friche. On ne sait pas, c'est ça la vérité, on ne sait pas s'il y a des féministes, enfin ce qu'on appellerait aujourd'hui des féministes, on ne sait pas. On a un exemple d'un petit pamphlet je ne me rappelle plus son prénom, mais son nom était Raoult, qui a fait un petit livre sur l'égalité des sexes, comme on disait à ce moment-là. Le livre n'a pas été interdit, il n'a pas eu un très très grand succès, mais je vais vous dire, c'est un pamphlet. C'est-à-dire qu'on on peut en faire 3 pages dans un livre, mais on n'a pas comment dire, par exemple, une étude sociologique sur le rôle de la femme. Alors, ça veut dire qu'il faudra des décennies pour arriver à une vérité. Mais moi, j'encourage, par exemple, j'ai des étudiantes qui cherchent des sujets de master, etc. Je leur dis, écoutez, voilà, là, ça c'est un champ totalement en friche. Simplement, ne partez pas sur l'histoire des femmes dans le monde. Partez sur l'histoire des femmes en Vendée, puisque moi j'enseigne en Vendée, etc. Donc, dans ce sujet-là, comme dans d'autres, les sensibilités contemporaines sont importantes pour les historiens, parce qu'elles nous obligent à étudier des sujets qu'on avait peut-être un peu moins étudiés auparavant. Et donc, les discussions sont toujours possibles, les désaccords sont souhaitables, parce qu'ils prouvent déjà que nous avons discuté, mais moi je raconte dans le livre quelques anecdotes personnelles, mais j'ai par exemple tenu le discours que je viens de vous tenir devant des professeurs de l'enseignement secondaire en formation. Je leur parlais en fait du congrès de Vienne, mais ils m'ont posé des tas de questions sur Napoléon et on m'a parlé du droit des femmes. Donc moi j'ai expliqué très exactement ce que je viens de dire, cette histoire d'assujettissement avec contrepartie, si vous voulez. Et là j'ai une dame qui s'est levée dans la salle, qui m'a à moitié insulté, qui a fait, vous savez, le geste de l'actrice, c'est un scandale, et qui est sortie en claquant la porte. Et je me dis, mais comment enseigne-t-elle à ses élèves ? C'est-à-dire, l'histoire, c'est l'apprentissage des choses complexes, c'est l'apprentissage de la tolérance aussi, et c'est l'apprentissage... La connaissance des faits. La connaissance des faits et la connaissance d'une époque. C'est vrai que si Napoléon tenait les propos qu'il tenait sur les femmes aujourd'hui, il irait directement en prison sans passer par la case départ. Mais voilà, c'est une autre époque, c'était il y a 200 ans. Il faut toujours se garder du péché d'anachronisme quand on fait de l'histoire, évidemment. Alors, il y a un domaine, évidemment, que nous ne pouvons éluder, car c'est l'un des éléments principaux du dossier d'accusation, c'est le problème de l'esclavage. J'ai cru que vous alliez l'oublier. Du rétablissement de l'esclavage. Non, je m'en garde bien. Et je crois que là-dessus aussi, il y a pas mal de choses à dire, puisque la Révolution, à l'époque de Robespierre, avait aboli l'esclavage, Napoléon le rétablit. Pourquoi ? Dans quelles conditions ? Dans quelles circonstances ? Comment peut-on expliquer tout cela ? Et quelle signification il faut donner finalement à cette décision ? Oui. Alors, si vous voulez, moi je dis toujours, pour commencer un dialogue là-dessus, oui, Napoléon a rétabli l'esclavage. Oui, il a bien rétabli la législation d'Ancien Régime, dont le fameux Code noir, et d'autres dispositions. Oui, la reprise en main des colonies antillaises s'est faite dans le sang, avec des massacres, avec des choses inadmissibles, qui étaient même d'ailleurs choquantes à l'époque, c'est là pour le coup. Donc voilà, une fois qu'on a dit ça, la vraie question, c'est de savoir pourquoi cet homme qui avait libéré les esclaves à Malte, qui avait libéré partiellement les esclaves en Égypte, qui avait à plusieurs reprises déclaré qu'il ne rétablirait pas l'esclavage en dépit des pressions du milieu colonial, pourquoi cet homme s'est-il renié en 1802 ? Parce qu'il avait été pas mal influencé, je crois, par l'abbé Raynal, qui avait apporté une critique sur la colonisation européenne. Oui. Et si vous voulez, c'est un homme des Lumières, Napoléon. Voilà, c'est pas du tout... D'abord, il n'a aucun intérêt colonial, contrairement à ce qu'on croit. Joséphine n'intervient pas du tout là-dedans, puisque à l'époque du rétablissement de l'esclavage, Joséphine vient d'écrire à sa mère, qui est à la Martinique, quittez la Martinique, il n'y a plus d'avenir là-bas. Si elle avait cru qu'il y avait un avenir, bon, elle a absolument pas influencé son mari. Et Napoléon était... D'abord, il y avait
Alors pas des quantités énormes, mais il y avait des officiers noirs dans les armées de la Révolution, il en a connu lui-même, il y a le fameux général Dumas, il y avait des bataillons noirs qui combattaient sur le continent, donc il y avait une espèce de... Alors je dis pas que c'était l'égalité parfaite et tout ce qu'on veut, mais il y avait une connaissance des Noirs qui commençait à être palpable pour les contemporains. Alors, il y a une enquête qui est faite en 1808 ou 9 qui montre qu'il y a en France 1900 Noirs, hommes de couleur, comme on disait à l'époque, dont pratiquement plus de la moitié ou plus de la moitié habitent à Bordeaux, parce que c'était l'ancien port des Grilles, etc. Aucun d'entre eux n'est esclave, puisque la terre de France a franchi. L'esclave en France. Mais donc cet homme qui est un homme des Lumières, qui dit non au rétablissement de l'esclavage, tout à coup dit oui. Alors la raison, elle est inaudible par les milieux très militants sur ce sujet aujourd'hui, mais il faut quand même bien la donner. Hein. C'est une raison économique et une raison de géopolitique. Alors économique parce que les îles des Antilles sont des îles à sucre. Le sucre est à l'époque la denrée commerciale majeure, c'est le pétrole de la fin du XVIIIe siècle. Donc il faut du sucre. Donc il faut reprendre en main ces colonies. L'esclavage n'a pas été aboli partout dans les Antilles. La Martinique était sous domination anglaise. On a aboli grosso modo la partie française de Saint-Domingue, donc Haïti, et la Guadeloupe, un petit peu la Guyane aussi. Bon. Donc, reprendre en main, ça veut dire relancer l'économie. Bon. Napoléon pense que pour relancer l'économie, il écoute le lobby colonial, il faut l'esclavage. De toute façon, cette abolition de l'esclavage, par exemple à Saint-Domingue, avait été suivie bien sûr d'effets, comme d'habitude dans la théorie avec les révolutionnaires, mais Toussaint Louverture rétablit une forme d'esclavage puisqu'il crée la conscription du travail. C'est-à-dire vous êtes obligé d'aller travailler et vous n'êtes pas payé. Donc moi je ne sais pas comment ça s'appelle autrement. Bon voilà. Donc reprise en main des colonies. Deuxième élément pour Bonaparte, comme il a la Guadeloupe, Saint-Domingue, la Martinique, la Guyane, que l'Espagne, alliée de la France, possède autour du golfe du Mexique, il se dit, avec les Espagnols, on va faire un lac français. C'est comme ça qu'il appelle la chose. Donc c'est une espèce de projet mondial, bon, si vous voulez, évidemment, qui aujourd'hui nous apparaît un peu fumeux, mais rappelons qu'à cette époque, on fait la paix avec l'Angleterre, à peu près à ce moment-là, que les Anglais sont très favorables au rétablissement de l'esclavage, parce que ça crée une espèce de distorsion de la concurrence, et puis même peut-être une espèce de contagion dans les colonies hollandaises, dans les colonies anglaises. Donc voilà, il y a tout cet élément qui fait que Bonaparte décide du rétablissement de l'esclavage. Le reproche qu'on peut lui faire, et qu'on lui a fait d'ailleurs, y compris à cette époque-là, c'est qu'il n'a tenu aucun compte des aspects humains. Voilà. Alors là, je peux même pas le défendre mieux que ça. Enfin, je peux pas le défendre parce que c'est quelque chose qui n'est pas entré en ligne de compte. C'est-à-dire qu'il a pris une décision froide d'homme d'État, machiavélien, plutôt que machiavélique, voilà, de gestionnaire. Voilà. Bon. Alors après, il l'a regretté. À Sainte-Hélène, il revient sur le sujet à plusieurs reprises. Il voit l'esclavage à Sainte-Hélène. Napoléon n'avait jamais vu l'esclavage. Bien sûr, il n'a jamais eu d'esclaves. Il n'avait pas vu. Et lorsqu'il va être à Sainte-Hélène, il va voir la façon dont on traite. Il y a une anecdote où il y a un esclave qui est très chargé, puis il y a deux dames anglaises qui ne le laissent pas passer sur le chemin. Et Napoléon écarte les deux femmes en disant priorité à celui qui porte le fardeau. Il tente de faire libérer des esclaves à Sainte-Hélène, on lui refuse de le faire, notamment le fameux Toby, qui est un esclave connu par le mémorial de Sainte-Hélène et qui a véritablement existé. Donc on le voit, c'est une situation complexe, et moi je dis toujours à ceux qui ont envie de travailler là-dessus, et d'ailleurs ça fait longtemps que les historiens travaillent là-dessus. Moi en 99, j'ai fait tout un chapitre de mon livre sur le consulat qui est consacré à cette question. Elle n'a jamais été occultée, ça c'est faux. Quand on entend il faut revisiter, il faut déconstruire et tout ce qu'on veut, mais en plus c'est le métier de l'historien, la revisitation, et bon. Et donc je dis, calmons-nous sur ce sujet. D'abord, il n'est pas tout Napoléon. Napoléon s'est occupé de ce problème pendant 3 semaines de sa vie. Il n'y a plus, après mai 1802, il n'est quasiment plus jamais question d'esclavage. Il n'est même plus question de colonies à partir du moment où les Anglais les ont toutes envahies. Donc, travaillons, il y a des choses à faire là-dessus. Il y a des historiens de la colonisation qui sont prêts à le faire, Frédéric Régent et d'autres, Mathieu Glissant et ainsi de suite. Il faut qu'on travaille. Il faut qu'on travaille parce que
que l'enjeu, c'est bien sûr un enjeu historique, mais c'est aussi un enjeu de notre société. C'est-à-dire, on va pas continuer comme ça à se diviser sur ces questions anciennes. On peut en revanche en faire une force pour essayer de comprendre les choses et plutôt que ça nous divise, que ça nous réunisse. Toujours mon histoire d'unité nationale. Merci infiniment Thierry Lenz. Nous n'avons pas eu le temps d'aborder toutes les questions qu'il eût fallu aborder. Je rappelle le titre de votre ouvrage, Pour Napoléon, donc aux éditions Perrin. Merci. Merci à vous.